Mais qu'est-ce qui les fait bien tous courir? S'engouffrer dans les trains, traverser avec leurs camions, leurs voitures, de Calais à Folkestone, de Londres à Paris. C'est l'entente cordiale, bien entendu, symbolisée par un miracle de l'histoire contemporaine, le tunnel sous la Manche qui met les deux pays à 35 minutes, à l'abri des tempêtes et du mal de mer. Quelque part entre Saint-Pancras et Gare du Nord, l'auteur de 1000 ans de mésentente cordiale, Stephen Clark, décrypte cette incongruité. Le tunnel est un exploit d'abord symbolique. Parce que nous, on savait qu'il y a 200 ans, Napoléon voulait construire un tunnel pour envahir l'Angleterre. Il y avait ce projet, on était méfiants dès le départ. La Manche, c'est the English Channel. Nous, on l'appelle the English Channel parce que pour nous, la France ne possède rien là-dedans. Il n'y a même pas de côte. C'est the English Channel. C'était le mur contre ces sauvages européens. Il y avait donc du chemin à faire. En 1994, cette virile poignée de main symbolise une nouvelle ère. La Grande-Bretagne accepte de ne plus être tout à fait une île. Car sous la mer, il y a maintenant 3 tunnels, 2 ferroviaires pour aller et venir, et celui-ci, plus étroit, ouvert tout spécialement pour nous. On est dans le tunnel de service, c'est-à-dire le tunnel qui nous sert à la fois d'accès pour les opérations de maintenance et à la fois pour les opérations de secours si besoin était. C'est un tunnel où c'est qu'on circule en voiture, à l'inverse des tunnels ferroviaires où c'est que là, ce sont les navettes, les Eurostars et les trains de marchandises qui circulent. Ce qu'on peut voir, c'est que le tunnel, évidemment, il descend, il tourne, parce qu'il fallait impérativement rester dans cette craie bleue qui assurait la perméabilité du tunnel. La mer, elle est à combien de mètres au-dessus de nous? Elle est à 40 mètres au-dessus de nous, et après, on a aussi 40 mètres d'eau au-dessus de notre tête. Alors on se dit que la première crainte des ingénieurs est de voir arriver la mer et les poissons, ce qui ne risquerait pas de se produire avec d'autres ouvrages, comme le tunnel sous le Mont Blanc, par exemple. Ben, justement. Sur 17 km, ils ont 10 fois plus d'eau qui arrive que nous. Évidemment, ils ont un glacier au-dessus de leur tête. Le tunnel sous le Mont Blanc. Le tunnel sous le Mont Blanc. Donc évidemment, ils ont une quantité d'eau bien supérieure à nous, alors que nous, en comparaison, on a la Manche. Juste en face de nous, on aperçoit les falaises britanniques. On a l'impression qu'on pourrait presque les toucher. Le tunnel sous la Manche, il se retrouve sous les installations en fait, qu'on peut apercevoir juste devant nous. On voit que c'est des installations un peu industrielles. Et en fait, les tunnels passent sous ces installations. On aperçoit justement la petite couronne jaune. C'est le puits, 60 mètres de profondeur, 57 mètres de diamètre. José Capez. Depuis 20 ans, il fait respirer le tunnel sous la mer. Sans air, pas de vie. Et en plus, il y a la clim. Donc là, on va arriver vraiment au poumon du tunnel. On a les usines de ventilation, l'usine de refroidissement, les groupes électrogènes. On a vraiment le cœur du tunnel sous la Manche. C'est ici même que furent donnés les premiers coups de pelle. Le puits de Sangatte, symbolique, par où tout a commencé côté français. Il faut vous rendre compte qu'ici, tout ce qu'on a ici, on l'a en double. C'est-à-dire qu'on a la même chose côté anglais. Sauf que les Anglais ont tout transformé et s'intéressent décidément à autre chose. Nous voici à Samphire Hoo. Ici, 5 milliards de mètres cubes de déblais de tunnels étalés devant les falaises au nom prestigieux Shakespeare Cliff. Et sur la craie bleue, venue du fond de la mer, pousse une orchidée minuscule, mais tellement british. On va chercher par terre, on aura peut-être de la chance. Ah, regardez là, c'en est une. Voici l'orchidée araignée précoce. Elles ne sont pas aussi spectaculaires que leurs cousines tropicales, évidemment. Cette fleur se fait passer pour une abeille, afin de les attirer pour leur donner tout son pollen. Et c'est comme ça qu'a lieu la pollinisation avec les autres plantes aux alentours. Beaucoup de gens viennent de très loin pour l'observer. Dernièrement, quelqu'un est venu du nord de l'Angleterre. Il avait fait 800 km juste pour la voir. On ne la trouve nulle part ailleurs en Grande-Bretagne, vous savez. C'est un fait.
Les Britanniques adorent le tunnel sous la Manche pour plein de raisons. Côté français, certains ont une âme d'infatigables voyageurs. Frédéric Minbeau fait partie de ceux-là. Avec un pied de chaque côté du détroit, le pilote de la navette est un homme heureux. À Lille, adolescent à 14-15 ans, je faisais du stop pour aller à Dunkerque. Je faisais du stop, j'étais gamin, j'allais à Dunkerque, je prenais un café à Dunkerque sur la plage et je revenais sur l'île. Ça me prenait 2 heures de temps, mais j'avais voyagé. J'étais parti, j'étais revenu. Quand on m'a proposé un travail où j'allais en Angleterre 3 fois par jour, j'ai dit c'est le top, c'est le top. Et il arrive à 10h35. Dans le sens Folkestone-Calais, on a 6350 voitures et 182 bus. Voici les artisans au quotidien de la réconciliation franco-britannique en plein briefing. 50 véhicules et de 286 bus. Donc c'est une journée chargée, on compte sur vous. Bon courage à tous. Merci. Il faut bien comprendre ça. On peut aller partir le matin d'ici, de la côte, et dire ce midi, je vais aller déjeuner en Angleterre. On peut aller faire ses courses l'après-midi en Angleterre et revenir le soir. Et les Anglais font la même chose. Ils ont toujours aimé la France et puis ils l'aiment encore plus depuis qu'il y a le tunnel. On a une entente cordiale, finalement. C'est ce qu'on voit au rugby. On se bat, mais on s'aime. C'est le crunch tous les jours. Nous, on s'aime pour tout ce qui est contraire dans l'un dans l'autre. Nous, on aimerait bien être aussi élégant et arrogant que les Français. On réussit difficilement, on est trop modeste. Mais les Français, ils nous aiment pour notre côté, genre un peu branché culturel. Et le tunnel nous permet de passer un peu, moi je pense, un peu comme un couloir secret entre nos 2 chambres. On peut le faire un peu de façon un peu secrète. Premier client du tunnel, les Britanniques raffolent des petits week-ends au pays de la baguette. Le rapprochement est sur la bonne voie. Au débarquement, on constate même des signes évidents de détente. Ils sont très courtois. « 6-3-1-9, j'écoute. Pas de problème, je t'envoie un jet dès que je suis prêt au départ. Nous commandons les ordinateurs qui, eux, commandent les locomotives. Toujours la présence humaine qui est là et c'est pas un mal. Ils ont fait, au niveau de l'éclairage, on a fait attention au fait que le conducteur ne soit pas omnubilé par la lumière. Donc c'est pour ça que la lumière est faible. C'est le tronçon ferroviaire le plus fréquenté au monde. 400 trains par jour, des navettes Eurotunnel aux Eurostars entre Londres, Paris, Bruxelles et bientôt l'Allemagne. Depuis cette salle de contrôle, on libère les flux comme autant de marées souterraines. Là, on a 2 crossovers, on appelle ça des crossovers dans le tunnel, c'est-à-dire 2 jonctions qui permettent au train de passer d'un tunnel à un autre. Pendant qu'à l'intervalle est en travaux ou en réfection, les gens qui s'occupent de cette partie-là sont isolés et les trains contournent cette section, ce qui permet d'avoir une maintenance continue. Pendant le week-end, la nuit, le tunnel connaît ses plus fortes affluences. La salle de contrôle vient d'autoriser le début des travaux. Il est 2 h du matin. Des équipes de maintenance franco-britanniques investissent les parties ferroviaires sécurisées. Parfois, plus de 150 personnes travaillent simultanément. Pas question d'interrompre le trafic. On a des équipes mixtes, françaises et anglaises.
pour que justement les techniques ne soient pas exclusives d'un côté de la Manche ou de l'autre, mais que ce soit vraiment des technicités qui soient adoptées par toutes les équipes. Au kilomètre 12, 2 énormes vannes de climatisation à changer. Tout doit être minuté parce qu'à 6 heures, on doit rendre le trafic absolument dans les 2 tunnels. Le fait d'être dans le tunnel, comme ça, seul, ça nous permet d'avoir des idées qui me viennent dans la solitude, des idées de romans, des idées de textes que je coupe sur papier en arrivant à la maison. On pense à la mer, on pense souvent à la mer, on pense qu'elle est au-dessus de nous, là, à 100 mètres au-dessus. On pense souvent que t'as des bateaux, des tankers qui passent au-dessus de notre tête. Et nous, on est là, on est un peu isolés, on est au calme. C'est propice à réfléchir, à accumuler de la pensée, voir de la poésie, et puis un jour, écrire un livre, pourquoi pas. Et après quelques centaines de traversées, Frédéric Minbeau a fini par l'écrire, son livre. Et un bonheur ne venant jamais seul. J'ai rencontré Sylvie dans le tunnel, histoire d'amour dans le tunnel. Donc à l'époque, cette jolie demoiselle était membre d'équipage. Forcément, un moment sacré des liens. Jusqu'à ce qu'on ait notre petit garçon, on a travaillé pendant 3 ans, tous les jours, sur le même train. Donc, ensemble. Un dans une locomotive à l'avant, l'autre à l'arrière. Donc on était ensemble, c'était à la maison et sur le train. On s'appelle quelquefois par le biais de la radio pour savoir, alors toi tu te trouves à quel niveau? Moi j'arrive en Angleterre, écoute moi j'arrive en France, comme ça, donc c'est toujours marrant aussi ça. Et parfois au plus profond du tunnel, à 100 mètres en dessous du niveau de la mer, on se croise juste au point milieu. Elle a fait un départ de 1834 d'Angleterre, moi j'ai fait un départ de 1834 de France. Fatalement, on se croise tous les deux au point milieu, mais dans un sens différent. Ça aussi, c'est atypique. C'est déjà arrivé que tu sortes au moment où moi je rentre et je rentre dans le tunnel et elle sort. Petit klaxon. Eh bien, vous voilà prévenu. La navette de 18h34. Qui sait? Vous pourriez vous aussi rencontrer votre moitié ou bien célébrer sous la mer l'indéfectible entente cordiale.